la suite de cette matinale d'info avec Territoire d'info et l'invité politique aujourd'hui vendredi. Bonjour Marie-Pierre de La Gontrie et félicitations. Bonjour. Vous êtes la nouvelle sénatrice PS de Paris. Merci d'être présente sur ce plateau. Pour vous interroger à mes côtés ce matin, Michael Zamès, le spécialiste politique de Public Sénat. Bonjour, Bonjour Michael. à tous. Et Pascal Jalabert du groupe EBRA qui représente l'Est républicain. Il est directeur du bureau parisien de ce groupe. Merci Pascal d'être là. Marie-Pierre de La Gontrie, votre interview sera diffusée sur le site internet de la presse quotidienne régionale, rediffusée sur les télés locales de France et sur TV5 Monde ce week-end. Vous m'effrayez. Voilà. Ministre de l'économie est attendu aujourd'hui à Valenciennes sur le site d'Alstom qui fusionnera avec l'allemand Siemens. Hier, Arnaud Montebourg disait qu'il n'était pas trop tard pour nationaliser Alstom. Est-ce qu'il a raison, Arnaud Montebourg ? Je pense qu'il intervient un peu tard, même si c'est normal que cette question surgisse et qu'il la porte, puisque ça a longtemps été, on le sait, sa ligne sur un certain nombre de sujets. Ce qui est d'ailleurs, une mécanique qui avait été proposée en son temps, on s'en souvient peut-être pas, par Dominique Strauss-Kahn. Mais c'est un peu tard de sa part de faire ça. C'est-à-dire que là, on voit bien que l'affaire est faite. Donc, vous demandez au gouvernement de revoir sa position ou pas ? Alors, moi non. Pourquoi ? Parce que évidemment, on déplore toujours lorsque on voit un fleuron de l'entreprise France se trouver dans une situation de cet ordre. Néanmoins, et c'est vrai que les médias font bien leur travail de ce point de vue, il ne faut pas oublier que c'est vrai aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire lorsque des entreprises françaises prennent le contrôle d'entreprises étrangères. Et puis, on sait très bien qu'Alstom avait une difficulté en termes financiers. Donc, ce développement-là, du moment que ça reste européen, me semble, même s'il y a une sorte de nostalgie, bien sûr. Donc, comme moi, mon repère, c'est l'emploi. C'est à ce regard-là que je me repère. Alors après, la difficulté, c'est... moi, je ne sais plus très bien quelle est la position du gouvernement, parce que au fond, on voit des contre-pieds réguliers qui rendent la lecture un peu confuse. C'est-à-dire, on ne sait plus... je crois que donc Bruno Le Maire se déplace aujourd'hui, et on a la même chose un peu avec STX. C'est-à-dire que on ne sait plus s'il faut rester, pas rester, c'est quoi l'objectif, on fait comment, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Donc moi, au bout du compte, voilà, je pense que c'est un petit peu difficile à suivre pour les Français. Ce qui est plus facile à suivre pour les Français, ce sont les décisions budgétaires de la semaine. Alors, le minimum vieillesse augmente, les salariés au SMIC vont percevoir 250 € de plus fin 2018. C'est pas quand même un mauvais procès que de dire que c'est un budget de riches ? Vous savez bien que non. Vous êtes un petit peu taquin en disant cela, et je crois que tout le monde a bien identifié que le gros problème politique, c'est la question de ce qu'on appelle rapidement la suppression de l'ISF, même s'il n'est pas totalement supprimé, mais qu'on voit bien que supprimer l'ISF, dans le champ de l'ISF, tout ce qui est valeur mobilière, c'est-à-dire certes les actions, etc., mais aussi, et c'est vrai que l'illustration est rude, les yachts, les avions, les lingots d'or, etc., fait que, on le voit bien, c'est-à-dire qu'il y a effectivement les plus riches des riches, parce que on est riche, entre guillemets, assez vite, en France, mais là on parle de riches, de très riches, c'est-à-dire que yacht, avion, lingots d'or, etc. Vive les signes extérieurs de richesse. Signe extérieur de richesse. Et j'ai lu, moi, alors je ne sais plus très bien qui entendre. Hier, j'ai regardé le Premier ministre à la télévision, mais j'ai simultanément vu que le rapporteur En Marche de l'Assemblée nationale envisageait déjà de faire des modifications sur ce sujet de l'ISF. Mais par ailleurs, lorsque vous dites, c'est intéressant, lorsque vous dites le gain, parce que augmentation du minimum vieillesse, etc., etc., j'entends que, tant mieux pour lui, Gérald Darmanin vous a convaincu. Dire que les salariés vont gagner un 13e mois, c'est une blague. D'ailleurs, les fact-checkers qui sont partout dans les médias le démontrent. Il faut cumuler toute une série de situations très très spécifiques pour qu'au bout du bout, on est dans la petite frange qui effectivement y gagnera. Donc pour vous, c'est un budget pour les riches. Point. Non mais oui, enfin c'est un budget pour les très favorisés, incontestablement. Quand aujourd'hui le rapporteur de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, Olivier Véran, dit réfléchir avec des députés de tout horizon pour la suppression des allocations familiales pour tous, côté universel de ces allocations familiales. Ça, vous le voyez d'un bon œil, c'est quoi pour vous ? Vieux débat qui a traversé y compris la gauche. C'est-à-dire, est-ce que les allocations sont affectées aux enfants ou aux parents ? Enfin, je résume un peu, aux familles. Moi, à titre personnel, je n'ai jamais été choqué par ce débat. C'est-à-dire qu'effectivement, que des familles qui ont des moyens très conséquents, parce qu'après, le problème, c'est d'avoir à quel niveau on place... Bon.
perçoivent néanmoins des allocations familiales, moi, m'a toujours interpellé dans une période de raréfaction de la ressource. Mais évidemment, avec En Marche et avec Emmanuel Macron, on ne sait plus trop. Donc, j'ai envie de dire, on a même du mal à rentrer dans une discussion constructive, puisque c'est le mot à la mode, parce qu'on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Mais à titre personnel, distinguer pour éviter les ennuis, les très riches qui touchent encore des allocations familiales et les très pauvres, je pense... Moi, j'entends depuis tout à l'heure qu'en fait, vous ne voyez pas clair dans l'action du gouvernement, que c'est pas lisible, vous êtes un peu perdu, quoi. Non, je suis pas perdu parce que, pour le coup, c'était un peu le cas au début, puisque, au fond, on a tous cru que le gauche, droite, tout ça mélangé, ça allait... Voilà. Et on voit bien depuis assez vite, par des petits signes qui sont, à mon avis, des fautes politiques, qui ont été les APL, puis l'affaire de la CSG pour les retraités, etc., que peu à peu, tout le monde se rend compte que c'est un budget classiquement de droite, et pas que sur les questions économiques, parce qu'on en parlera peut-être sur les questions de société, sur les questions de sécurité, etc. etc. Donc, moi, je vais revenir sur le congrès des régions qui a eu lieu hier. Donc, les régions sont très remontées. Les départements de France refusent de contractualiser. Qu'est-ce qui se passe avec les élus locaux ? Pourquoi sont-ils remontés, à votre avis? Vous-même, vous êtes élu local. Qu'avez-vous à leur dire? Comment dire, les présidents de régions ou de départements sont des responsables politiques qui sont, c'est peu de le dire, pas tous de ma tendance politique, hein, mais qui sont des gens assez responsables et ne sont pas des excités. Bon. Je pense que le principal problème, c'est le problème de la parole. Je m'explique. Lorsque le président de la République va devant la conférence des territoires, il leur dit tout miel, nous discuterons, tout ça va se faire ensemble, on va être partenaires, etc., etc. Et puis, comme ça devient, semble-t-il, son mode de fonctionnement, de manière assez brutale, il annonce des choses qui sont à l'encontre de cela. Les présidents de région, ils ont protesté de manière très vigoureuse par rapport à leur attitude habituelle et unanime, gauche-droite, etc. Parce que là où, il y a 2 ans, le gouvernement avait accepté, après de rudes négociations, de compenser financièrement le transfert des compétences de développement économique vers les régions, donc des dépenses supplémentaires pour les régions, au bon vouloir du gouvernement. Les négociations avaient été assez difficiles. Les régions disaient que ça coûterait environ 600 millions. Ils ont obtenu 450. Et tout à coup, on découvre dans le budget que c'est terminé, il n'y aura plus de compensation. On garde les compétences, on n'a plus les compensations. Ce n'est pas une façon de travailler, j'ai envie de dire, indépendamment de la réflexion qu'il y a à mener. Donc ils ont dit, écoutez, puisque c'est comme ça, au revoir. Il est en train de se mettre à dos tout le monde. Ah, je dois dire qu'il est assez doué, oui. On parle d'Emmanuel Macron. J'ai bien compris. Parce que depuis, en quelques jours, il s'est mis à dos effectivement les présidents de région et les présidents de département, qui sont encore une fois pas des grands excités, je veux dire en termes de manifestation. Le monde HLM, puisque vous avez peut-être vu hier que le secrétaire d'État s'est fait huer, siffler. Je disais tout à l'heure en plaisantant qu'on se serait cru un congrès de l'UNEF, tellement tout le monde était avec des banderoles, etc. C'est quand même un ministre. Donc le monde HLM, ce n'est quand même pas, là aussi, c'est des gens responsables, à cause, vous le savez, de l'injonction de baisse des loyers et donc la perspective de la baisse des fonds propres et des moyens pour entretenir le parc HLM. Tout cela vous fait dire... Donc, voilà, les retraités... C'est mal parti. Je trouve que quand même, si vous voulez semer la zizanie dans certains camps, on l'a vu, il l'a très bien fait dans certains, y compris le mien, le Parti Socialiste, mais il y a un moment où agréger les gens qui ne vous soutiennent pas, ça devient quand même très compliqué. Donc peut-être que le talent de ce président de la République va se démontrer. Mais là, je dois dire qu'en une semaine, c'est beaucoup. On va parler du Parti Socialiste. Et il y aura le congrès des maires, etc. Et bien sûr, au mois de novembre, qu'on suivra. Juste une petite question quand même sur le texte sur la sécurité intérieure qui sera voté mardi prochain. Est-ce qu'il va trop loin, selon vous, vous qui êtes aussi une spécialiste des questions de sécurité? Oui, mais la réponse est un peu courte. On peut rentrer dans le détail, mais... Non, courte. Trop loin, pourquoi? Parce que depuis des années, nous avons, au fil des événements dramatiques que la France a connus, renforcé la législation pour, semble-t-il, lutter contre le terrorisme. Le président de la République, dans son livre « Révolution », pendant la campagne électorale, avait dit il n'y a pas besoin de prolonger l'état d'urgence parce que nous avons déjà dans l'arsenal législatif tout ce qu'il faut pour lutter contre le terrorisme. Bien. 6 mois plus tard, il amène une nouvelle loi qui propose des choses qui sont absolument incroyables. Il fait rentrer dans le droit commun toutes les dispositions exceptionnelles de l'état d'urgence. Un dernier point, parce que quand même, je regardais ça. L'affaire des contrôles d'identité. Les contrôles d'identité, c'est des choses qu'il faut manier avec une extrême prudence. Mais quand on dit que l'ampleur des contrôles d'identité dit préventif, en clair, sans raison, on vous demande vos papiers. Ça va toucher qui? Aucun de nous ici. Aucun de nous ici. Ça va toucher une population maghrébine,
noirs, etc. Et regardez l'Assemblée nationale. Qui vote ces lois? Qui? Des députés souvent masculins, blancs, pas concernés. Et moi, je leur dis, attention, mettons en place, s'ils veulent faire ça, mettons en place l'attestation de contrôle d'identité. On a 8 fois plus de risques d'être contrôlés. Pourquoi vous l'avez pas fait quand vous étiez au gouvernement? Ah, mais c'est une bonne question. On a tenté de le faire. Ça n'a pas été possible. En l'occurrence, Manuel Valls s'y était opposé. Moi, je continue à porter ça. Je ne prétends pas qu'il ne faut jamais faire contrôle d'identité. Je prétends qu'il faut faire très attention parce qu'il y a une population entière, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas, excusez-moi de vous le dire, comme nous, c'est-à-dire bien habillés, plutôt jeunes, pas pour vous, moi, et blancs. Voilà, moi je n'ai pas été contrôlé depuis des années, c'est pas le sujet. Donc après on s'étonne de la façon dont c'est ressenti dans certaines parties de la société. C'est Marie-Pierre de la Gontrie qui est nouvelle sénatrice PS de Paris, qui est notre invitée politique ce matin, dimanche soir. Après votre victoire au sénatorial, on vous a vu sur la photo de famille avec 3 autres gagnants du Parti Socialiste et Anne Hidalgo. Alors, est-ce que la maire de Paris n'est-elle pas avec vous en train de tenter d'endiguer la montée en puissance, on va dire, des macronistes dans la capitale? Écoutez, Anne Hidalgo, effectivement, nous soutenait depuis le début et réciproquement. Est-ce qu'il y a une stratégie concertée avec elle là-dessus? Stratégie, je ne sais pas ce que vous appelez stratégie, mais en l'occurrence, nous sommes tous ensemble. Oui, bien sûr, parce que ça fait maintenant depuis 2001 que la ville de Paris est dirigée par un maire socialiste et que nous continuons à agir de manière... La montée des macronistes, comme on dit, vous inquiète? Alors, la montée des macronistes, si vous voulez, à Paris comme ailleurs, les macronistes, comme vous dites, ont raflé la plupart, à l'exception de une députée, des sièges de députés. Vous avez noté qu'au sénatorial, c'était un petit peu différent, et puisque nous avons conservé l'ensemble des sièges que nous espérions conserver. Moi, je pense, vous savez... Il ne faut pas s'énerver. Les élections municipales, puisque c'est de ça dont vous parlez, j'imagine, sont dans 3 ans. Les Parisiens regardent concrètement ce qui se fait. Moi, je ne vois pas aujourd'hui quiconque, du côté de ce que s'appelait les macronistes, être en situation ou proposer un projet politique quelconque pour Paris. Donc nous verrons bien. Mais en attendant, il faut faire des choses. Et on en fait beaucoup. Pascal Jalabert. Oui, ma question sur le Parti socialiste est simple. Où est-il? Dans la majorité? Dans l'opposition? Sur la ligne qui était celle de François Hollande, Myriam El Khomri, sur la ligne des frondeurs, sur une espèce de synthèse molle. Où est le PS aujourd'hui? Il est clairement dans l'opposition. Que vous ne l'ayez pas totalement perçu n'est pas un reproche parce qu'effectivement... Tous sur cette même ligne quand même. Je redis, parce qu'effectivement, moi je le vois, parce que chaque fois, quand j'écoute un petit peu ce qui se dit, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Jean-Luc Mélenchon, on parle beaucoup moins du Front National à tort, à mon avis, mais on parle très peu du Parti Socialiste. C'est pas scandaleux, parce qu'effectivement, on a pris une vraie claque au présidentiel et une vraie claque aux législatives. Donc on est totalement en reconstruction. On est dans l'opposition, et pour le coup, tous ceux qui étaient un petit peu comme ça, à hésiter, je pense que ce qui se passe les amène à plus de lucidité. Donc non, je vous le confirme, le Parti Socialiste n'est pas dans la majorité présidentielle, il est dans l'opposition. Hier, à cette même place, Patrick Kanner, aussi sénateur socialiste, nous disait il n'y a pas de leader au Parti Socialiste. Donc on parlait d'Anne Hidalgo à l'instant. Est-ce qu'elle pourrait être cette personne, leader du PS? Je pense que ce n'est pas le sujet du jour. Et que vous avez besoin de... Il faut incarner. Excusez-moi, je réponds à une double question de votre part. Donc effectivement, vous avez raison, je précise. Oui, il nous faut un leader. De savoir de qui il s'agit et si c'est la question d'Anne Hidalgo n'est pas le sujet du jour. C'était ça ma réponse un petit peu réductrice. Nous sommes en train de travailler à tout cela, mais vous avez raison. C'est-à-dire qu'une ligne politique, une formation politique s'incarne. Et si nous ne sommes pas incarnés, nous ne serons pas entendus. Donc ce leader, vous voyez ce que je veux dire, on a pris cette claque que j'évoquais tout à l'heure il y a quelques semaines, quelques mois. Laissez-nous quelques semaines et quelques mois de convalescence. Parce qu'on voit bien aussi... Mais il y a beaucoup, il y a beaucoup, on voit bien... Des cicatrices ouvertes, je parle du livre de Jean-Christophe Cambadélis, par exemple, qui dit beaucoup de choses sur le Parti Socialiste, beaucoup de choses sur François Hollande, notamment. Il a manqué de sens, François Hollande, pendant son quinquennat. Est-ce qu'il est urgent de tourner la page Hollande? Alors, je ne sais pas si vous avez lu ce livre. Pas tout. Mais il se trouve que je l'ai lu. Alors il y a des propositions. Non, mais comme toujours, c'est pour ça que c'est un petit peu dommage. Comme toujours, le livre est différent de ce qu'on en dit. Je le dis parce que moi-même, j'étais un petit peu interloqué lorsque j'ai vu les reprises et je me demandais quel était le sens de tout ça. Bon, alors on peut sourire sur certaines anecdotes, sourire ou grincer, mais bon. Non, c'est-à-dire qu'il y a une analyse qui, au fond, est la même que celle que nous faisons tous.
vous compris, j'imagine, c'est-à-dire cette grande difficulté à comprendre où allait François Hollande, à marquer les caps, indépendamment des aspects parfois très réussis et positifs de sa politique. Donc traditionnellement, au bout du compte, on a compris qu'en matière internationale, il était assez clair, il était efficace, il était par moments, entre guillemets, chef de guerre, etc. Je crois que les Français lui en sont gré. Sur le reste, on n'a pas tout bien compris, à mon avis, à un moment simple, lorsque il annonce ce revirement sur la politique de l'offre. Alors que tous, y compris nous, socialistes, nous avons été, formés à la politique de la demande, et tout à coup, on s'est retrouvé avec une... Il ne faut pas tourner économique. la page de François Hollande. Ah mais, il faut tourner la page. Il faut toujours, vous savez, il faut continuer. Mais simplement, incontestablement, il y a eu des moments où on a singulièrement manqué de pédagogie. Marie-Pierre de la Gontrie, vous êtes l'invitée de cette matinale politique. On va parler des femmes maintenant. Voilà, vous êtes une nouvelle sénatrice. Après, je crois que vous avez été conseillère régionale aussi d'Île-de-France, donc vous êtes quand même... Je le suis encore toujours dans la politique jours. Depuis, voilà, vous êtes pour quelques je jours. Je ne suis pas un perdreau de l'année. Voilà, bon, je ne voulais pas dire ça. Mais je vous en prie. C'est aujourd'hui, 102 femmes sénatrices, c'était 80 en 2011, 87 en 2014. Est-ce que c'est un bon signe d'abord? Est-ce que le pouvoir des femmes au Sénat devient important au fond? Est-ce que ça va compter cette voix féminine? Voilà. Alors, je vous le dirai lorsque nous aurons fait notre rentrée. C'est vrai qu'il y a plus de femmes, et c'est assez lent parce qu'un certain nombre de candidats utilisent comme toujours le moyen de contourner l'obligation de la parité par la multiplication de listes dont les têtes de liste sont masculins. Oui, je pense que c'est très important et que peu à peu ça gagne en normalité, j'ai envie de dire. Vous êtes avocate dans la vie réelle, j'allais dire, c'est la commission des lois qui vous intéresse? Oui, ces problématiques-là que vous allez tenter de traiter? Bien sûr. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée, Marie-Pierre de la Gontrie, nouvelle sénatrice, félicitations. PS de Paris, réélu dimanche dernier. Merci Pascal Jalabert, merci Mickaël Zamès. On passe au débrief de vos propos dans un instant, Marie-Pierre de la Gontrie. Voilà, Marie-Pierre de la Gontrie, nouvelle sénatrice PS de Paris, quitte ce plateau. Font leurs entrées Jérôme Cordelier, qui était là dans la première partie de cette matinale d'info, rédacteur en chef des éditions locales du Point. Rebonjour Cyril. Et André Crétenant. De TV5 Monde, vous en êtes le directeur de l'information, ce réseau mondial de télévision francophone et partenaire de notre matinale d'info et donc diffuse pendant tout le week-end les meilleurs moments des interviews politiques. Merci d'être là. Absolument. Sur ce plateau. André, on démarre tout de suite avec la réaction de Marie-Pierre de la Gontrie au propos d'Arnaud Montebourg qui disait hier, je crois qu'il n'était pas trop tard pour nationaliser Alstom. Vous savez que Alstom fusionne avec l'allemand Siemens. Elle dit il réagit trop tard. Beaucoup trop tard, Arnaud Montebourg, l'ancien ministre du redressement productif. Oui et non. Enfin, la réaction de Montebourg, je ne suis pas sûr qu'elle intervienne trop tard. On connaît sa position. Non, ce que je trouve intéressant, c'est à l'évidence, le dossier est complexe et on ne sait pas très bien comment se positionner. Est-ce que c'est une bonne chose, le fait de créer une sorte de nouvel Airbus européen? Est-ce que ce sont les intérêts de la France qu'il faut préserver, etc. Qui prendra les décisions? On sent bien que cette nouvelle étape de la mondialisation laisse un peu tout le monde perplexe. Il n'y a pas une réponse absolue. Ce qu'on constate malgré tout, et là de ce point de vue je pense que Arnaud de Montebourg a raison, c'est que dans ces fusions, dans ces méga-fusions, souvent celui qui a la majorité quand même du capital, c'est lui qui va prendre les décisions. On l'a vu avec Holcim, Lafargue, ce sont les Suisses qui ont pris la main après la fusion. On constate aussi que très souvent les promesses qui sont faites en matière de développement de l'activité, en matière d'engagement, ne sont pas tenues. Donc voilà. Maintenant, est-ce que c'est le meilleur moyen pour résister aux Chinois, aux Américains? Peut-être. Jérôme Cordelier, là-dessus. Arnaud Montebourg, il a toujours été un petit peu germanophobe, hein. Donc le problème, c'est ça, quoi. Il faut aussi voir peut-être de manière positive, hein, c'est-à-dire qu'on peut créer un Airbus aussi, peut-être. Peut-être, pourquoi pas. Donc c'est pas forcément une décision de repli. Écoutez, Airbus, c'est quand même un des fleurons aussi maintenant de l'industrie française. Donc pourquoi pas. Et puis c'est plutôt pas mal, en plus avec ce qui vient de se passer politiquement en Allemagne, c'est quand même pas mal qu'on ait un symbole économique du pacte entre la France et l'Allemagne, entre la France-Allemagne, comme titrait Le Point la semaine dernière, pardon de me le dire.
Alors, André Caton, vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Non, c'est-à-dire je pensais à autre chose. Je pensais au discours européen de Macron et en fait, cette différence de sensibilité entre la France et l'Allemagne, c'est-à-dire cette France qui déclame, qui a un discours, qui est une sorte de ministère de la parole, qui est les grandes idées, etc. Puis de l'autre côté, l'Allemagne très réaliste de Madame Merkel. Hein. Ça me faisait penser un peu à la cigale et à la fourmi, d'une certaine manière. Je rappelle, vous êtes directeur de l'information de TV5 Monde, mais vous êtes aussi citoyen suisse. Absolument. Voilà. On va parler du budget maintenant. On en a parlé tout à l'heure donc avec Marie-Pierre de la Gontrie. Elle a dit sur ce plateau, c'est un budget classiquement de droite. Jérôme Cordelier, et pas que sur le volet économique d'ailleurs, a-t-elle dit. Ça, c'était on disait avant, c'est un peu un propos d'estrade. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est Gérald Darmanin qui le propose que c'est forcément un budget de droite. Donc on voit, il y a des choix qui sont faits. Je veux dire, l'éducation, par exemple, ils mettent quand même énormément d'argent sur l'éducation. Moi, je considère que c'est une bonne chose. Hein. Donc voilà, il y a d'autres choix qui sont faits. Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est un budget de droite. Par contre, là où elle a raison, c'est sur le 13e mois. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un effet d'annonce. Là aussi, c'est un slogan presque un peu électoraliste de la part de Gérald Darmanin de dire il y a un 13e mois. C'est vrai qu'il y a un émiettement des aides et puis c'est après, une fois qu'on aura coché toutes les cases, où on pourra s'en tirer. C'est une manière de faire passer certaines pilules. André Quatennens. Et on passe beaucoup de temps à essayer de savoir si c'est un budget de droite ou un budget de gauche. Alors que théoriquement, on en est sorti. Théoriquement, on en est sorti, ou en tout cas, on voudrait en sortir. L'autre débat, c'est est-ce que c'est un budget qui avantage les riches ou est-ce que c'est un budget qui avantage les pauvres? Ce que l'on voit, c'est que les mesures qui sont destinées aux plus hauts revenus vont entrer en vigueur très rapidement, alors que les mesures qui sont destinées à avantager les revenus plus modestes vont intervenir un petit peu plus tardivement. Moi, je pense que cette question-là, elle est beaucoup plus importante que la question de droite ou de gauche. Ça va être un marqueur important de ce début du quinquennat. Et effectivement, il peut être très mal interprété. Donc, c'est surtout, me semble-t-il, un budget qui fait un pari. Sur le fait qu'effectivement, ce budget va permettre une relance des investissements. Et ça, c'est un véritable pari. Et là aussi, c'est un point d'interrogation. Alors, l'une des spécialités de Jérôme Cordelier, qui a fait un papier dans le .fr à ce sujet, aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure dans la matinale d'info, ce sont les collectivités locales. Sur la conférence des territoires, donc Marie-Pierre de la Gontrie a dit, Emmanuel Macron vient devant cette conférence et dit on va discuter, je parle de la baisse des dotations. Le 17 juillet. Ici même. Puis, il annonce des choses qui n'ont pas été discutées à tel point. Et depuis, c'est un renoncement, et puis voire même, c'est un peu ce que je dis dans le papier, merci de l'avoir cité, il y a une illisibilité de la politique territoriale. C'est-à-dire qu'à un moment, on dit on va faire un pacte de confiance, après on annonce une baisse des dotations. Enfin, on l'annonce même pas. Hein. C'est en douce, au milieu de l'été, on s'aperçoit qu'il y a un décret qui a décidé une baisse des dotations. Pardon d'y revenir, mais dans le grand entretien qu'il a donné au Point, Emmanuel Macron fait une attaque frontale contre les élus. Je me souviens avoir fait une interview après de Jean-Luc Moudin, qui est quand même très œcuménique, et le maire de Toulouse, président de France Urbaine, qui disait il est en train de nuire à notre relation de confiance naissante. Et là, maintenant, on peut le dire, dans le clash, quoi. Et ce qui se passe avec les élus locaux, actuellement, il y a des jacqueries d'élus locaux avec des gens qui sont très modérés. Je veux dire, Philippe Richert ou Jean-Luc Moudin, c'est pas des présidents de région. C'est pas des snipers, voilà, c'est des gens de bonne composition, c'est des notables locaux, quoi. Et donc, en ce moment, ce qui se passe, il y a des jacqueries d'élus locaux qui peuvent être beaucoup plus nuisibles, parce que moins spectaculaires, mais en tout cas plus nuisibles qu'une grève des routiers qui réussit, faut quand même le dire. Donc, si la France est bloquée par les élus locaux, voilà, et donc il y a une certaine maladresse du pouvoir central qui est difficilement explicable. Vous l'expliquez bien dans votre papier du .fr qu'on peut regarder évidemment sur le site internet de votre journal. André Quatennens là-dessus. Oui, je pense que Jérôme a raison. Le gouvernement sous-estime totalement cette révolte des régions. On a dans les régions des patrons qui sont responsables, qui ne sont pas du tout des excités, c'est vrai. Et il y a de la part de Paris
une sorte d'un peu de mépris quand même, ou une manière de traiter les élus locaux comme des gamins. Et je pense que ça ne va pas passer, qu'il va y avoir effectivement, si ce n'est une jacquerie, en tout cas une révolte. Et elle est sans doute beaucoup plus importante, comme Jérôme le suggère, qu'une grève des routiers, me semble-t-il. Et ce qui est étonnant, c'est que le pouvoir avait une carte à jouer avec les élus locaux, parce qu'ils ont été malmenés par la réforme territoriale de François Hollande, une baisse en catimini des dotations. Et là, Emmanuel Macron, qui est né, qui a été élevé à Amiens, Édouard Philippe, qui a été le grand baron local du Havre et l'homme de la Renaissance du Havre, ils s'en mêlent les pieds là-dedans, c'est incompréhensible. Hein, Ça fait oublier la loi travail un peu, non? Les ordonnances. Oui, mais je sais pas, vous pensez que c'est l'objet de... Oui, je vous pose une question. Oui. Elles ont été signées, je crois, non? Très bien. En direct sur TV5 Monde. Un dernier mot sur le Parti Socialiste. Donc il y a eu une photo intéressante qu'on a vue de Marie-Pierre de la Gontrie, entourée des élus socialistes bien sûr, et d'Anne Hidalgo. Et on y a vu, enfin les observateurs politiques, je ne parle pas de vous, Jérôme Cordelet spécialement, une espèce de volonté de montrer que Paris, voilà, c'est Anne Hidalgo, ce sont les socialistes qui sont là, et que les volontés macronistes de conquête de la capitale se sont arrêtées aux élections sénatoriales. Bah oui, parce qu'il y a Benjamin Griveaux, pour ne pas le nommer, qui a de fortes vues sur le fauteuil d'Anne Hidalgo, et puis ensuite Paris est la dernière grande ville qui est dans l'escarcelle du PS, c'est le dernier bastion socialiste, y compris dans la politique menée. Très bien. Merci Jérôme Cordelet, merci André Crétin. On va regarder la une du Point national. C'est pas pour tout de suite, ça. Dormez bien. C'est la une du Point. Enfin, dormez, enfin bien. Voilà, exactement. Hein, c'est toutes les sur le sommeil, vous savez. Malgré le budget, malgré les protestations, malgré la grève. Gros problème de santé publique. Tranquille. Oui, gros problème de santé publique qui est peu considéré. Merci Jérôme Cordelet du Point. Merci André Crétin qui dirige l'information de TV5 Monde. TV5 Monde, dont nous allons retrouver une rubrique phare de cette matinale d'info maintenant, et grâce à vous et à vos équipes, André Crétin, c'est le Zap Monde, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans le monde ces dernières heures, résumé en quelques minutes. On le regarde ensemble avec vous, André Crétin. L'embarcation qui transportait un peu plus d'une centaine de réfugiés Rohingyas a coulé à pic, à quelques encablures de la terre ferme. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, devant le Conseil de sécurité ce jeudi, dénonce un cauchemar humanitaire. Ils se sont donné rendez-vous devant l'université de Barcelone pour défendre le référendum. Près de 10 000 étudiants venus clamer « Nous voulons voter » alors que les autorités madrilènes multiplient les entraves à la tenue du scrutin. Privés de leurs droits démocratiques par un pouvoir qu'ils assimilent au régime franquiste, ils défilent derrière des pancartes reproduisant le tableau de Picasso, Guernica, symbole des horreurs de la guerre d'Espagne. C'est une partie de l'avenir de la télédiffusion qui s'est décidée loin des projecteurs. Nous sommes le premier et le seul pays au monde à avoir conclu un tel accord avec Netflix. Et nous l'avons fait dans l'intérêt de notre secteur. Netflix ne paiera pas de taxes au Canada. En contrepartie, le géant investira 500 millions de dollars sur 5 ans pour créer du contenu canadien. Depuis 1998, la Station spatiale internationale ISS accueille des astronautes de toutes nationalités. Sa masse de 400 tonnes orbite à 400 km autour de la Terre. Imaginez-la maintenant tourner autour de la Lune. C'est le défi incroyable que se sont fixés les agences spatiales américaines et russes. S'unir pour construire un immense mécano 1000 fois plus éloigné de la Terre que la station ISS, à près de 400 000 km de chez nous. Nous l'indiquions hier, l'emblématique fondateur du magazine Playboy s'est éteint dans son manoir californien. Hugh Hefner restera un personnage marquant de la révolution sexuelle au XXe siècle. Écoutez à ce propos ces quelques témoignages. C'était la première fille nue que j'ai vue dans ma vie. J'avais volé le Playboy de mon père, c'était il y a longtemps. De toute évidence, c'était un homme à femme. Culturellement, il laisse un héritage. Voilà la nouvelle rubrique de cette matinale d'info, le Zap Monde par TV5 Monde. Merci à tous, on se retrouve lundi. Bon week-end à tous. Demain matin, c'est les meilleurs moments des interviews politiques à 7h30. Territoire d'info sur cette chaîne, je vous y retrouverai.